District d'Abidjan, le phénomène de la mendicité prend de l'ampleur. Ce fléau, vous le verrez, est devenu un métier. Enfin, l'Afrique noire divisée entre les puissances coloniales, le partage du gâteau africain a été effectué le 26 février 1885 lors de la conférence de Berlin. Bienvenue, Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer, cette belle victoire de Marie-Josée Talou lors du Grand Prix Indoor de Glasgow en Écosse. La sprinteuse ivoirienne a remporté le 60 mètres avec un chrono de 7 secondes, 7 dixièmes. Marie-Josée Talou confirme ainsi son excellente forme à quelques jours des mondiaux d'athlétisme en salle 2018. Compétition qui va se dérouler du 1er au 4 mars prochain à Birmingham, en Angleterre. Retour en Côte d'Ivoire, des mendiants à tous les coins de rue dans le district d'Abidjan. Ils squattent les feux tricolores, les boulevards et même les édifices religieux pour demander de l'argent aux passants et autres automobilistes. Ce phénomène prend de l'ampleur. Certains en ont même fait leur métier. On en parle avec Doigt de Laser. Cocody Deux Plateaux, nous sommes au carrefour situé non loin du marché des Deux Plateaux, baptisé Carrefour Mendiant. C'est ici que Issouf et ses amis s'installent chaque matin pour attendre leur bienfaiteur. Nous, on a mendié ici, on demande chaque vie là. Bon, il y a des gens qui viennent nous donner un pied. C'est ça que nous trouvons pour manger. Sinon, on a des enviés. Abidjan ici aussi, il n'y a pas de travail dedans. Ça coûte d'achat, nous on a posé ici un PMP. Il y a un bon don qui passe, il nous a vu, il nous a donné 5 francs ou 10 francs. C'est ça, nous on prend, fait notre manger avec notre enfants. C'est devenu dur aussi maintenant, il n'y a pas l'argent. Des fois les gens viennent faire sacrifice, des fois les gens ne viennent pas. Nous on est venus ici aujourd'hui matin, là, je regarde à l'aile, l'eau que j'ai envoyée, là, voilà mon lot là. J'ai bois fini. Il n'y a pas 5 francs pour aller payer l'eau ailleurs pour boire. Voilà notre maman qui sont déposées depuis le matin. Il n'y a rien. La mendicité prend de l'ampleur dans les communes d'Abidjan. À tous les feux tricolores ou même dans les embouteillages, handicapés physiques et moteurs s'adonnent à cette pratique en demandant des pièces d'argent aux passants. Depuis 2005, moi, je connais Côte d'Ivoire. Si je viens gagner un peu l'argent, il s'en bat mon pays. Si ici, arrivé là-bas, il fait 3 mois comme ça, ou 24 mois, il retourne. Il y a battu de 30 000, il y a battu de 40 000, 50 000. Il vient ici, là, il demande l'argent un peu quoi. Donner 5 000, 4 000, donner à maman, papa, à ma femme, ma famille. J'ai marié depuis 2008. Sous le soleil et souvent au bord de la route, ces mendiants sont exposés à des accidents de circulation. Mais ils ne s'en inquiètent pas. Une situation que déplorent certains usagers. De personnes à s'asseoir, faire le trottoir et puis demander la rue, je trouve que c'est pas trop bon. Parce qu'il y a des gens qui sont handicapés qui font quand même beaucoup de choses. On peut gagner sa vie en étant handicapé, c'est pas la fin du monde. Parce que quand il faut ça, c'est une manière quand même de se stigmatiser. Un handicapé, c'est une personne qui a juste peut-être un handicap, mais il peut vivre avec ça. Donc moi, je pense que c'est pas trop normal. Parce qu'ils s'exposent et puis bon, d'autres viennent même avec leurs enfants, ils exposent leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, qui viennent, qui mentent dans les rues. Bon, pour moi, je crois que l'État doit prendre en charge ces mendiants pour qu'ils aient plus de dignité. Parce que c'est pas joli de venir s'asseoir dans la rue. Par exemple, un vieux monsieur vient s'asseoir dans la rue pour prendre l'argent avec des enfants. C'est déplorable, sinon. En attendant que des dispositions soient prises pour l'encadrement des mendiants dans les communes d'Abidjan, ces personnes continuent de faire appel à la générosité des autres dans les rues à la recherche de leur gagne-pain. La musique ivoirienne en deuil, Jean-Pierre Comoé, alias Gun Morgan, est décédé hier dans un hôpital privé du district d'Abidjan. Gun Morgan, on s'en souvient, a marqué la chanson ivoirienne dans les années 80 en venant sur scène avec son épouse et ses 2 enfants, tous habillés aux couleurs nationales, orangé, blanc et vert. Franck Quadio revient ce soir sur la carrière de Gun Morgan. Je suis né d'une famille où il y avait les artistes et les sœurs de mon père étaient les sœurs Komoé, qui sont
je vous rappelle, les premiers vedettes de la chanson ivoirienne. Jean-Pierre Komoué, aussi vous voulez, Gun Morgan. J'ai fait ma première production en 70, que j'ai composé le nom Gun Morgan, donc Morgan qui explose dans le pistolet Morgan. Pénètre l'univers musical ivoirien à la fin des années 70. Chanteur au charisme déconcertant sur scène, il est très vite appelé le James Brown ivoirien. Ses titres connus, Atani, I Love Africa et le fameux Kokoti Kwadjo. Dès ses débuts, il se distingue sur scène par la présence de sa famille, ses enfants Nicolas, Kaline, sa fille aujourd'hui artiste reggae, et son épouse. Cette démarche, il en est le précurseur. Mais la sympathique famille Komoué sera frappée par la grande faucheuse, d'abord le fils Nicolas, puis le 25 février 2018, dans la nuit, le père Gun Morgan, laissant la musique ivoirienne orpheline d'un de ses joyeux trublions. Adieu, l'artiste. Des manifestations en République démocratique du Congo. Des fidèles catholiques ont marché hier dans le nord-est du pays pour demander le départ du président Joseph Kabila, dont le mandat s'est achevé en décembre 2017. Cette marche a été dispersée par la police. Bilan, 2 morts et plusieurs blessés. Journée ville morte aujourd'hui à Conakry, et cela à l'appel de l'opposition guinéenne. Les opposants contestent les résultats des élections communales donnant la victoire au RPG, le parti au pouvoir. La gauche guinéenne exige un nouveau scrutin. Un tout autre sujet à présent, l'autisme serait lié à un niveau plus élevé de créativité selon une étude britannique. La preuve, en Tchécoslovaquie, un enfant souffrant de ce trouble mental dessine des plans de ville et de métro réels ou imaginaires. À noter que ces croquis sont désormais imprimés sur des sacs et vêtements vendus dans le monde entier. Matej, 13 ans, est autiste de naissance, mais sa passion pour les plans de métro a changé sa vie. Plongé dans son univers souterrain, ce jeune Tchèque a déjà reproduit à la main des centaines de plans, parmi eux les métros de Paris, Londres ou encore Madrid. J'utilise une règle, je mesure les plans que je veux copier et puis je commence à dessiner. Je travaille toujours de façon précise. La passion de Matej est un soulagement pour ses parents. Avant, le garçon pleurait 23 heures par jour. La famille a même été contrainte de déménager d'un immeuble de Prague dans une maison de banlieue. Les plans sont devenus un tranquillisant pour Matej. Il s'y est intéressé de plus en plus et a commencé à rechercher des illogismes et à les corriger pour en faire son propre monde. Le monde de Matej est désormais accessible à tous. Sa famille a créé une petite entreprise pour imprimer ses plans de métro sur des vêtements, des sacs à dos et autres gadgets. Une histoire porteuse d'espoir pour d'autres enfants autistes. Les méthodes de visualisation et de structure sont utilisées pour éduquer les enfants atteints d'autisme, car elles leur permettent d'avoir un ancrage dans leur incertitude. La famille de Matej cherche désormais un investisseur pour agrandir son entreprise et embaucher plus de personnes handicapées. Quant au principal intéressé, son rêve est d'aller à Londres et prendre le métro. Le Pays basque français face à la crise du lait. Le prix étant trop bas, les éleveurs ont créé une fromagerie indépendante. Objectif, court-circuiter les marchés industriels. 18h, c'est l'heure de la traite. Un moment toujours important pour ce jeune éleveur basque installé à l'Arcevoux. Toute sa production de lait est destinée à une coopérative laitière indépendante qu'il a fondée avec une centaine d'autres éleveurs de la région. On est beaucoup plus responsabilisé en fait. C'est vrai que quand on est directement concerné par la transformation du fromage, qu'on voit le résultat, c'est une autre implication. C'est une réelle volonté de ne pas être dépendant par crainte un petit peu de l'avenir. Il peut y avoir des crises qui chamboulent tout, du jour au lendemain des fois. Donc c'est plus par sécurité pour essayer de se protéger. Dans sa petite exploitation familiale, Chabi élève 300 brebis et 30 vaches de manière artisanale. Une fois récolté, le lait parcourt une quarantaine de kilomètres jusqu'à cette laiterie flambant neuve ouverte en 2014 aux Aldudes. Son président est lui aussi éleveur.
Aujourd'hui, on traite en gros 3,5 millions de litres de lait de vache pour entre 1,2 million et 1,5 million de lait de brebis. Ici sont fabriqués des fromages labellisés Osso Irati ou Bleu Blanc Cœur, du beurre de baratte et aussi du lait. Des produits innovants comme ce crémeux de vache bio, vendu dans les magasins Biocoop avec qui la coopérative a signé un partenariat cette année. L'entreprise mise aussi sur ses origines basques pour séduire. Les formes aussi sont quelque chose de très important chez nous. La forme de la bûchette de brebis, c'est un peu notre signature qui rappelle la croix basque. Et ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux consommateurs et on nous reconnaît aussi grâce à cette forme. Donc il faut innover aussi bien par la forme que par le goût et les textures dans le fromage. La coopérative emploie aujourd'hui 25 salariés, tous des jeunes de cette région frontalière, venus soutenir l'initiative des éleveurs. On travaille plus pour des producteurs, des petits, des gens qu'on connaît plus ou moins, qui passent souvent. Donc voilà, c'est pas une grande entreprise où on est un numéro. On est une personne avec un nom, un prénom, et ça c'est important. Financé en partie par les éleveurs eux-mêmes, les aides publiques et une campagne de financement participatif sur Internet, la coopérative réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros et espère être à l'équilibre d'ici 2019. 26 février 1885, une date mémorable car elle marque le partage de l'Afrique noire. 14 pays occidentaux rassemblés lors de la conférence de Berlin établissent les règles du partage du continent noir. Les frontières sont ainsi tracées de façon arbitraire. On en parle avec Doigt de Laser. La conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique noire prend fin le 26 février 1885. Considérée par les Européens comme une terre sans maître, l'immense continent noir est partagé. C'est à l'issue de cette rencontre que le Congo est livré au roi des Belges Léopold II sous le nom d'État indépendant du Congo. Une dizaine d'années plus tôt, le roi des Belges Léopold II, né en 1835 et mort en 1909, organise à ses frères une conférence à Bruxelles en vue de faire le point sur l'exploration de l'immense bassin du Congo, Zaïre. Cette région située au centre de l'Afrique équatoriale est à l'époque l'un des rares espaces de la planète encore libre de toute ingérence européenne. Les Français, aussi installés à l'embouchure du Congo, ont aussi des visées sur lui, à commencer par Savourian de Brazza, qui a conclu le 10 septembre 1880 un premier traité avec un chef de la rive droite du fleuve. Plus au sud, les Britanniques et les Portugais sont eux intéressés par l'arrière-pays des implantations portugaises d'Angola et du Mozambique. Les Allemands, eux, commence à s'intéresser à l'Afrique noire avant tout pour des questions de prestige. Le 24 février 1884, le Reich place sous sa protection les implantations allemandes du sud-ouest africain. Tout juste 2 jours plus tard, le gouvernement de Londres signe avec Lisbonne un traité par lequel il reconnaît la souveraineté du Portugal sur l'embouchure du Congo. Tollé donc chez les marchands anglais et protestation de Léopold II. Le 24 avril 1884, le chancelier Bismarck s'entretient de l'Afrique avec l'ambassadeur de France, Alphonse Chaudron de Courcelles, et pour la première fois évoque une concertation internationale sur le sujet afin de mettre tout le monde d'accord. Après le succès du congrès de Berlin sur les Balkans en 1878, il ne déplaît pas au chancelier de replacer Berlin au cœur de la diplomatie européenne et mondiale. C'est dans ce contexte que s'ouvre la conférence le 15 novembre 1884. Y participent les représentants des puissances directement concernées par le Congo, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et le Portugal. Elle se fixe de nobles objectifs comme le désenclavement du continent africain ou l'éradication de l'esclavage et de la traite musulmane. Le représentant anglais prévient qu'il ne sera plus question de traiter du bassin du Niger, domaine réservé de l'Angleterre, que de celui du Sénégal, domaine réservé de la France. L'attention se focalise donc sur celui du Congo, qualifié par Bismarck de Danube de l'Afrique. Après 3 mois et demi, l'acte général de la conférence définit des zones de libre-échange
dans le bassin du Congo. Il proclame la liberté de navigation sur les grands fleuves africains, le Niger et le Congo. Il arrête aussi quelques principes humanitaires contre la traite des esclaves ainsi que le commerce de l'alcool et des armes à feu. Enfin et surtout, il reconnaît à Léopold II, roi des Belges, la possession à titre privé d'un vaste territoire au cœur de l'Afrique noire qui sera baptisé État indépendant du Congo. Merci de nous avoir suivis.